Bienvenue à ce webinaire Europresse, un webinaire spécial Semaine de la presse, puisqu'on a voulu chez Europresse essayer à 3 semaines de la semaine de la presse, de vous montrer un petit peu toutes les ressources qui sont à votre disposition si toutefois vous n'aviez pas encore lancé d'idées pour cette semaine. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir vous proposer plein de dispositifs et que vous pourrez piocher à travers ces dispositifs. Je précise que tout ce qu'on va vous présenter ici est parfaitement offert. Et oui, je ne dis pas gratuit puisque ça a de la valeur, mais en tout cas, c'est offert et on était très heureux chez Europresse de pouvoir vous présenter les différents dispositifs à votre disposition. Alors, je suis Cindy Bétan, je suis directrice de la communication et du marketing chez Cision, la maison mère d'Europresse. Et aujourd'hui, je serai 100% concentrée sur Europresse parce que c'est vraiment un moment qu'on aime beaucoup ce mois de mars. Et puis, nous allons discuter avec notre invité du jour de beaucoup de choses, des ressources que nous avons développées ensemble, mais aussi d'échanger avec notre invité sur toutes ses expériences. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui, lui aussi, passe beaucoup de temps dans les écoles, beaucoup moins de vous, mais quand même pas mal. Et puis, on a un petit cadeau pour vous en avant-première et finalement, faudrait que ça reste encore un petit peu confidentiel jusqu'au jour J. On va vous donner les chiffres d'un sondage IFOP qui donne un petit peu l'état des lieux des Français face à la désinformation. Comment sont-ils vraiment armés intellectuellement et puis ont-ils les bonnes pratiques pour justement ne pas subir la désinformation? Bon, il est temps de vous présenter mon invité que vous connaissez sûrement déjà peut-être. Bonjour Thomas Huchon. Ah, tu nous fais une classique, Et Thomas. ouais, le classique micro. Bonjour, comment allez-vous? Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, écoute, moi de mon côté ça va bien et je suis ravie d'avoir une audience qui a l'air très engagée et d'ores et déjà très nombreuse. Thomas, je te présente quand même. Donc, tu es journaliste, hein, tu fais aussi des documentaires et puis un journaliste un peu particulier puisque tu t'intéresses beaucoup aux fausses informations, aux théories du complot, aux mécanismes de désinformation. Tu es aussi professeur à Sciences Po et auteur de 2 livres, Anti-fake news et Résister aux fake news. Bon, je pense qu'on voit bien là où sont tes combats. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. On est ravis de t'avoir. Et puis, écoute, tu vas nous faire un panorama un petit peu de l'état de la désinformation, en tout cas en France, et du coup nous donner un petit peu toi, ton point de vue de tous ces passages dans les écoles que tu fais. Tu peux peut-être nous raconter ce que tu fais avec ton association? Alors ouais, bonjour à tous. Effectivement, comme Cindy vous l'a dit, je suis un journaliste, journaliste d'investigation. Ça fait de nombreuses années que je travaille sur le sujet de la désinformation. Mais je suis donc un journaliste un tout petit peu bizarre parce que, effectivement, je m'intéresse pas aux vraies informations. Je m'intéresse qu'aux fausses informations. Et en l'occurrence, ces fausses informations, elles ont pris une importance assez colossale au cours des dernières années. Elle nous perturbe dans nos vies démocratiques, dans nos vies professionnelles, dans nos vies citoyennes, parfois même dans nos vies amicales. Et moi, j'observe ces phénomènes-là depuis le milieu de l'année 2014. Donc, je dis 10 ans parce que je me rends pas compte que j'ai déjà vieilli, mais effectivement, ça fait plutôt 12 que 10 ans. Et, et de journaliste, je suis devenu une sorte de drôle de pédagogue ou au moins d'intervenant dans les établissements scolaires parce qu'une de vos collègues, Eliane Zivkovic, d'un lycée à Ambérieu, en Bugey, dans l'Ain, a eu la drôle d'idée de me faire venir dans sa classe en janvier 2016
pour faire une séance d'éducation aux médias et d'éveil à l'esprit critique. Et cette séance, ça a été le début d'une très très longue série parce que j'ai passé au mois de décembre dernier à Besançon ma 500e intervention en milieu scolaire. Donc 10 ans, 500 interventions. Je compte plus trop les kilomètres, mais la SNCF me rappelle tous les ans dans mon bilan que je fais la moitié du tour de la Terre en train pour faire de l'éducation aux médias dans les différentes villes de notre beau pays. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vrai que la Terre soit plate ou qu'elle soit ronde, parce que plate ou ronde, ça fait toujours le même tour, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans les classes? On se sert d'un de mes documentaires qu'on a fait en 2015 avec les équipes de Spicy, un documentaire qui s'appelle Conspi Hunter, comment nous avons piégé les complotistes, qui fait partie des ressources disponibles auprès du ministère de l'Éducation nationale sur la plateforme qui vous permet d'accéder à un certain nombre de ressources sur ces sujets-là et qui utilise un faux film pour piéger les complotistes. Et donc, sans chercher à piéger les élèves, on essaye de les éveiller sur ces sujets en leur montrant ce faux film sans leur dire. On leur montre ensuite le vrai, ils comprennent qu'il y avait une arnaque et on réfléchit ensemble, non pas à comment est-ce qu'on dit le vrai du faux, mais comment on s'est fait avoir par ce mensonge. Et on réfléchit aux mécaniques du mensonge, à la mécanique narrative, à la mécanique éditoriale, à la mécanique argumentative de ces mensonges, de ces fake news, de ces théories du complot, avec l'idée que on ne pourra pas transformer tous les citoyens en fact-checkers et en journalistes d'investigation. Par contre, on peut tous développer notre esprit critique pour être capable de repérer les mensonges et donc les menteurs. Et donc, c'est une méthode un peu de pédagogie inversée pour se protéger parce que la journée se termine quand les élèves ont inventé leur propre théorie du complot qu'ils doivent mettre en scène en classe. Ça fait un truc qui mélange à la fois cette thématique et des ateliers différents, parce qu'on a un atelier d'esprit critique, un atelier de rhétorique, un atelier d'éloquence et un atelier d'écriture. Et donc, ça fait une grosse journée qui permet de beaucoup travailler là-dessus. Moi, aujourd'hui, j'ai moins le temps d'animer des ateliers, mais j'ai formé des journalistes, des collègues, d'anciens étudiants, des professionnels en reconversion, qui, dans mon association Conspi Hunter, maintenant prennent le relais et qui seraient ravis d'intervenir dans vos classes si vous le souhaitiez. Et je précise qu'on est aussi référencé sur le Pass Culture auprès de Adage, et donc pour financer ces interventions, il y a des choses qui sont possibles de manière un petit peu plus simple. Simple avec l'administration française, c'est pas toujours un mot facile. Mais voilà, donc on peut faire toutes ces choses-là. Et tu nous diras effectivement après ce qui fonctionne et comment, durant ces 10 ans, tu as vu évoluer finalement, toi, cette partie de Tiens, tu vois, l'éducation. regarde, Cindy, je vois tout de suite que Fabienne Leclerc, du lycée des Trois Sources, nous dit que Benjamin Dard est venu 2 fois dans son lycée. Benjamin Dard, c'est l'un de mes collègues journalistes qui est l'un des intervenants Conspi Hunter aujourd'hui. Coucou à Fabienne et on dira à Benjamin que vous lui envoyez une petite pensée, ça lui fera plaisir. Eh bien, merci et continuez à interagir. Vous voyez, on suit vos remarques, on suit vos questions. Donc n'hésitez pas. Mais écoutez, Alors, je me permets pour Patricia Sambou, que je vois, le titre du documentaire, c'est donc Conspi Hunter, comment nous avons piégé les complotistes. Il est disponible sur le... alors, je suis pas très familier des outils de l'éducation nationale, mais il me semble que vous avez un portail dédié sur lequel vous pouvez accéder à tout un tas de ressources pédagogiques, et il est là-dessus dans la partie complotisme, lutte contre les théories du complot et lutte contre les fake news. Et de mon côté, à la fin, des documentaires qui sont pas complètement nuls. À la fin de ce webinaire, je vous enverrai un email avec toutes les ressources qu'on vous a montrées. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Canopé, merci Delphine Vadreau. Que ce webinaire est en replay. Je vais passer très vite. Europresse, donc vous connaissez, c'est une bibliothèque de médias digitales, donc qui intègre plus de 17 000 sources de différentes sources, que ce soit des rapports de recherche, des médias, certaines sources qui ont plus de 50 ans, donc qui permettent vraiment aux professeurs d'engager des travaux d'éducation aux médias.
et c'est complètement multi-domaine, hein, aussi bien les sciences que les maths, que l'histoire, que évidemment l'actualité. Donc, très bon pour faire un peu des travaux transverses entre les matières. Je vais pas aller bien plus loin pour découvrir Europress puisque vous nous connaissez. Je voulais quand même mettre l'accent sur notre site web. Allez-y, europress.com. Pourquoi? Parce que vous avez plein de témoignages de professeurs documentalistes qui utilisent Europress pour mettre en place des travaux de EMI qui témoignent, qui donnent des idées. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas à vous inspirer. Et puis si vous utilisez Europress, que ce soit pendant la semaine de la presse, pour le grand oral ou évidemment tout au long de l'année, eh ben, je serai ravie d'accueillir vos témoignages. Et enfin, pour en finir sur ce côté Europress, si je vous dis tout ça, à ceux qui ne sont pas abonnés ou ceux qui ne nous connaissent pas, sachez que c'est le moment puisque vous avez là, durant tout le mois de mars et jusqu'au début des vacances de printemps, jusqu'au 5 avril, un accès gratuit pendant un mois à la plateforme Europress pour pouvoir justement initier des projets pour la semaine de la presse. Donc, vous aurez le lien aussi à la fin de ce webinaire. Vous avez aussi le lien dans un onglet ressources que vous devez avoir sur cette plateforme de webinaire. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment d'aller piocher un petit peu dans Europress. Alors Thomas, c'est parti, c'est à toi. J'ai intitulé cette partie le rôle clé des professeurs documentalistes. Pourquoi? Parce que ce que j'aimerais là, c'est que finalement tu nous montres un petit peu dans ton dernier livre, Résister aux fake news. Tu as voulu mesurer, tu as voulu vraiment mettre des chiffres sur la désinformation ces 5 dernières années. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble hein, avec donc la maison mère d'Europress, l'entreprise Cision qui fait de la veille média et du social listening. Et j'aurais voulu que tu nous commentes, par exemple, ces chiffres-là où on a voulu mesurer 5 ans de désinformation avec des chiffres complètement hallucinants qui partent de ton livre, hein, où tu décris une vingtaine de théories de complot. En fait, quand on s'intéresse à ce sujet, on a plusieurs manières d'aborder la question. On peut essayer de se demander combien de Français croient aux théories du complot. Ça voudrait dire rentrer dans le cerveau de nos compatriotes et essayer de savoir ce qu'ils croient. C'est très difficile, c'est quasiment impossible. Les seuls chiffres sérieux et fiables à notre disposition sont des enquêtes d'opinion, donc des sondages, et ils nous disent depuis 2018, il y a plusieurs baromètres qui ont été publiés par l'IFOP notamment et l'association Conspiracy Watch, qui nous disent que entre un Français sur 5 et un Français sur 3 adhéraient à une ou plusieurs théories du complot. Une fois qu'on a dit ça, bah, on n'a pas dit grand-chose et en même temps, on a quand même identifié le fait qu'il y avait un problème avec cette histoire de complotisme dans notre pays. Ce qu'on a essayé de faire en utilisant des outils numériques qui sont des outils de social listening, donc des outils qui permettent d'écouter les réseaux sociaux. En fait, c'est un espèce de gigantesque filet dans lesquels on va capter tout ce qui se dit sur les plateformes numériques, et essayer de comprendre les mécaniques d'opinion. Ces outils sont traditionnellement plutôt utilisés par des très grandes entreprises ou des très grandes marques afin de savoir comment on parle de leurs produits, et ils vont ensuite adapter leur stratégie marketing en fonction de ce qu'ils vont détecter. Ces outils, cet outil s'appelle Brandwatch, il fait partie du groupe Cision pour lequel Cindy travaille, et ben on a décidé avec Cindy et ses équipes de remplacer Coca-Cola par La Terre est plate, de remplacer Air France par Les reptiliens gouvernent le monde en secret, de remplacer Nike par Brigitte Macron serait en réalité un homme, et d'essayer d'évaluer non pas l'adhésion des gens aux théories du complot, mais la diffusion de ces messages complotistes. Et donc, d'essayer de comprendre ce que ça représente, le complotisme en France, au cours des 5 dernières années. On est parti de mon dernier livre, Résister aux fake news, aux éditions First, 14,90 € dans toutes les bonnes librairies, mais aussi dans les mauvaises, il est sur Amazon. Eh bien, moi, j'ai essayé dans ce bouquin de décortiquer les 20 principales théories du complot,
pour à la fois les expliquer et surtout donner des arguments pour y répondre. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire que si vous avez peut-être des élèves qui vous disent ah ben attendez Kennedy on nous a dit n'importe quoi, et ben il y a un chapitre consacré à cette théorie du complot qui vous explique à la fois ce que disent les complotistes, d'où ça vient et quels sont les arguments factuels qui permettent de déconstruire ces théories du complot et ces mensonges. Les 20 principales théories du complot, on les a analysées, on les a décryptées, on y a répondu et on a voulu les mesurer. On a voulu mesurer leur audience. Et ben, quand on mesure l'audience du complotisme, ben, vous voyez les chiffres devant vous. Ça représente 50 désinformations en français. Et je précise qu'on ne s'est intéressé, nous, qu'à la langue française. C'est 12 millions, un peu plus de 12 millions de messages. Petite précision, l'outil qu'on arrive le mieux à ausculter, c'est X, anciennement Twitter. L'univers de Meta, Facebook, Instagram est une espèce d'Atlantide sur lequel on ne peut pas du tout savoir ce qui se passe. Mais on arrive à ausculter X, anciennement Twitter. Et donc, c'est 12 millions de tweets qui défendent des théories du complot. C'est pas qu'ils les mentionnent. Hein. On a exclu, nous, tous les messages, par exemple, que je publie moi, pour dire que non, la Terre n'est pas plate et que tout ça, c'est un peu une connerie. Donc, c'est 12 millions de messages qui défendent ces idées-là, qui génèrent 20 millions de likes. Une fois qu'on a dit ça, ça nous dit pas grand-chose. Mais ces messages, ils représentent une audience de 15 milliards de vues. Et là, vous vous dites, ce mec est complètement dingue. 15 milliards de vues, on n'est même pas 7 milliards sur la planète. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, en fait, ces 15 milliards de vues, il faut les rapprocher du nombre de gens qui sont inscrits sur X, anciennement Twitter, en France. Eh bien, il y a 15 millions de Français inscrits sur Twitter. Ça veut dire que 15 milliards de vues, 15 millions de Français, là, on commence à voir que ça fait 1000 messages défendant une théorie du complot vus par chaque personne inscrite sur Twitter depuis 5 ans. Et là, on commence à comprendre ce que ça veut dire. Et, et ouais, je vais vous la faire. Ben ouais, les nuls avaient raison. On peut On peut tromper une fois tromper une 1000 fois personne. une personne? On peut tromper une fois 1000 personnes, mais normalement, on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Eh bien si. C'est justement ce que nous montrent ces chiffres, c'est qu'on peut tromper 1000 fois 1000 personnes et que ça s'appelle Twitter. D'autant Et que qu'en plus, ce que tu nous expliques beaucoup aussi, c'est qu'il y en a qui sont assez préservés de la désinformation parce qu'ils gardent finalement des cercles assez, on va dire, éthiques. Donc, ce qui veut dire que c'est une moyenne 1000 fois. Mais il y en a, si ça c'est se une trouve, moyenne de 1000 messages par personne, mais en réalité, et je pense que vous vous dites ça devant votre ordinateur, mais attendez, il est complètement fou ce mec. Moi, j'en ai même pas vu 3 des fake news depuis 5 ans. Donc, comment c'est possible qu'on en a vu 1000? Bah, je suis d'accord avec vous. Moi non plus. Ah, enfin, si, moi, j'ai un algorithme qui est un petit peu fracturé, on va le dire gentiment. Mais si vous n'en avez vu que 3, ça veut dire que quelqu'un de l'autre côté du spectre en a vu 10 000. Et c'est ça, en fait, ce qui explique la bascule de tout un tas de gens que nous connaissons, parfois dans nos cercles proches, parfois même des cercles assez intimes, eh bien, qui ont basculé dans ces histoires-là. Et, et ça nous montre aussi que ces gens ne sont pas débiles. Au contraire, tous ceux qui vous disent les Américains sont des débiles, ils ont voté pour Trump, à mon avis, ils n'ont pas très bien compris la problématique. Ces gens ne sont pas débiles, ils ne sont pas fous. Ils sont manipulés. Ils sont manipulés par des gens qui leur disent n'importe quoi et par des algorithmes qui les exposent à ces mensonges de manière tellement répétitive qu'à la fin, c'est pas possible de ne pas tomber dans le piège. C'est un peu comme un iceberg. Il y a ce qu'on voit et il y a surtout ce qu'on ne voit pas. Et dans ce que l'on ne voit pas, eh ben, il y a cette espèce de mécanique de la répétition tous les jours ou presque un message de plus qui vient pousser un peu plus loin celui qu'on a vu hier et qui nous enferme dans ce que le chercheur américain Eli Pariser avait caractérisé comme des bulles de filtre. Internet est un univers assez particulier, les réseaux sociaux encore plus, dans lequel on a l'impression qu'on va tous au même endroit parce qu'on va tous sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur X, mais en réalité, on n'y voit pas du tout la même chose. Et ces phénomènes de bulles de filtre, eh ben, ils créent dans la perception des faits d'actualité autour de nous, eh bien, des couloirs de nage dans lesquels, finalement, bah, vous n'allez jamais voir ce que voit votre voisin. Et c'est peut-être l'effet le plus pervers et le plus peut-être un peu inattendu de cette désinformation. Bah, c'est pas tant, le problème n'est pas tant qu'il y ait autant de mensonges qui circulent. Le problème, c'est que nous ne voyons plus du tout les mêmes choses.
Et donc, on a de plus en plus de mal à discuter, on a de plus en plus de mal à débattre, et à la fin, il y a un vrai risque pour qu'on n'arrive plus du tout à vivre ensemble. Et oui, et d'ailleurs, c'est vrai que ces chiffres, on a du mal à vraiment comprendre ce qu'ils veulent dire, mais quand on voit aussi les pourcentages de croissance en 5 ans, on comprend quand même que le phénomène est complètement en train de s'emballer. Et du coup, étant donné qu'on a mesuré tout ça, on peut aussi finalement faire un classement sur ces 5 dernières années des théories complotistes qui ont le plus émergé sur la toile. Alors, je sais que vous êtes professeur et que votre public sont des publics d'adolescents. Vous êtes beaucoup à être professeur, notamment en collège, lycée. Là, on parle bien de chiffres, toutes personnes confondues. Et vous allez voir que chez côté Cision, on défend aussi le fait qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont victimes de la désinformation, bien au contraire. Et vous le verrez d'ailleurs dans le sondage IFOP. Donc ça, c'est un beau travail d'équipe. C'est adultes, enfants, ados confondus. Voilà les théories. Thomas, tu vas peut-être nous en dire deux mots. Et tu Peut-être, parce que je perçois. vois qu'en plus, il y a une question de Marie-Claire Taverne qui fait écho justement à ces chiffres qu'on est en train de vous montrer. Euh, le premier sujet, qui représente une fake news sur 3 depuis 5 ans en termes de volume, 5 milliards de vues, c'est toute la désinformation vaccinale, la désinformation sanitaire, tout ce qui a tourné autour du Covid, poussé par des mouvements anti-vax, parfois très structurés, parfois beaucoup moins. Mais du coup, ça, c'est le plus gros item. Une fake news sur 3 depuis 5 ans représente les questions sanitaires. Et, et donc, on a un deuxième sujet qui est celui que vous abordez, Marie-Claire, qui est l'idée du grand remplacement. Alors peut-être que certains ont la chance de ne pas connaître cette théorie du complot. C'est la théorie du complot raciste qui voudrait qu'il existe un pouvoir remplaciste. Vous mettez ce que vous voulez derrière, c'est le côté très pratique et fourre-tout de cette horrible théorie, qui explique qu'il y aurait donc un pouvoir remplaciste qui organiserait l'immigration d'étrangers potentiellement musulmans afin de les substituer en Occident à des populations blanches chrétiennes. Tout ça, c'est pas vrai. C'est déconstruit par tous les chiffres en démographie, en statistique, en géographie. En fait, il n'y a rien de vrai dans cette histoire-là. Mais pourtant, c'est une fake news sur 5 depuis 5 ans qui touche à ce sujet-là. 3 milliards de vues pour la théorie du complot du grand remplacement. Et là, vous avez raison, il y a une instrumentalisation politique de ce thème-là, puisqu'il est porté par un certain nombre de couleurs politiques, le Rassemblement national, une partie de la droite conservatrice en France, mais dans d'autres pays aussi. C'est le fer de lance de l'idéologie de Vladimir Poutine, de Donald Trump. Javier Milei l'utilise aussi en Argentine. Le gouvernement de Meloni en Italie, les conservateurs anglais ont eux aussi beaucoup été sur ces sujets-là au moment du Brexit. Donc c'est un thème qui est très 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 en vogue et qui a pris une énorme influence politique. Mais ce qu'on constate aussi, et une étude récente de la revue Nature est venue confirmer cette impression que nous avions, c'est que l'instrumentalisation, elle n'est pas que politique, elle est aussi algorithmique. Pendant longtemps, on s'est dit que, en gros, les théories du complot et les fake news, captant mieux notre attention parce qu'ils jouaient sur l'émotion, sur la colère, ils étaient mis en avant par les plateformes pour des raisons un peu horribles, quelque part cyniques d'audience. Mais ce qu'on constate, c'est que ça va un peu plus loin que tout ça. Notamment sur la plateforme X, anciennement Twitter, eh bien, la revue Nature a publié au mois de février une très grande étude qui montre que l'exposition au contenu sur Twitter, eh bien, ouais, Elon Musk vient de déclencher ma machine à café pour vous empêcher de m'entendre. Mais du coup, en fait, cette nouvelle, ce truc que nous montre Nature, c'est que l'algorithme de Twitter nous pousse vers des idéologies d'extrême droite. Et que c'est un design, comme disent les Américains, c'est pas du tout un hasard, c'est une volonté. Donc, ça veut dire que oui, oui Marie-Claire, il y a une instrumentalisation. Et cette instrumentalisation, elle est politique d'une part par des courants politiques qui défendent ces idées-là pour gagner dans les urnes, mais elle est aussi poussée par les algorithmes d'un certain nombre de plateformes sociales pour des raisons
qu'on imaginait être d'audience, mais dont on découvre qu'elles sont plus perverses que cela aujourd'hui. Et quand on voit Monsieur Musk justement faire des saluts nazis dans un certain nombre de conférences ou avoir des conversations publiques avec les représentants de l'AfD en Allemagne, l'Alternative für Deutschland, qui est un parti d'extrême droite néo-nazi, avec Tommy Robinson, qui est un militant néofasciste britannique, à soutenir Sarah Knafo, très très objectivement en France, à la fois à la mairie de Paris et dans une quête nationale, on voit qu'il y a une instrumentalisation politique de tout ça. Et la troisième théorie du complot, la plus importante, et c'est aussi pour ça qu'on vous l'a mise, c'est l'affaire Jean-Michel Trogneux. Si vous ne savez pas qui est Jean-Michel Trogneux, vous avez beaucoup de chance, parce que ça veut dire que vous n'avez pas été exposé à cette horrible théorie du complot qui est tout transphobe, misogyne, qu'il y a rien qui va dans cette histoire. Jean-Michel Trogneux, ça serait supposément le vrai nom de Brigitte Macron, qui serait en réalité une femme transgenre et qui aurait dissimulé son identité et qui serait au cœur d'un terrible complot de tous ces pédophiles satanistes qui gouverneraient le monde en secret. Ouais, vous dites vraiment, là, c'est la troisième fois, c'est pas possible, il est complètement fou ce mec. Mais malheureusement, c'est aussi ça, l'univers des théories du complot, c'est aussi se confronter à des choses qui sont complètement dingues de ce point de vue-là. Alors, je vois qu'il y a une question de Françoise Leroux sur Meta. Eh bien, en fait, on ne peut pas savoir Il ce y qui a se passe sur Instagram Meta. quand même dessus. Il y a quand même, il y a Oui, Twitter, mais il y a on a des aussi choses les sur pages Instagram, publiques de mais Facebook. on n'arrive pas du tout. En fait, Meta est un univers qui est totalement fermé. Alors, ça serait un Notamment peu dans ces compliqué de vous groupes expliquer tout privés. ça, Mmh. mais voilà, en fait, on peut pas du tout rentrer dans dans les algorithmes de Meta pour savoir ce qui s'y passe. On peut même pas observer les phénomènes d'audience. Il y avait jusqu'au début de l'année 2025 un outil qui s'appelait CrowdTangle, fabriqué par Meta, qui nous permettait non pas de savoir ce qui étaient les audiences, mais de mesurer l'audience des publicités ciblées sur le réseau et qui nous donnait une petite idée de tout ça. Cet outil de transparence a été supprimé par Mark Zuckerberg à la demande du président américain Donald Trump. Et du coup, on est dans un, je vous dis, c'est l'Atlantide. Facebook, on peut pas du tout savoir ce qui s'y passe, et En du tout coup, cas, ça ce nous qui est pose un gros étonnant, problème. pour revenir sur Jean-Michel Trogneux, c'est que par rapport aux autres, parce que le grand remplacement, ça fait longtemps qu'on y est, Ouais. le Covid, on a analysé depuis 2020, donc on était en plein dedans. Jean-Michel Trogneux, en 3 mois, notre première dame s'est classée en top 3 Ouais. des théories complotistes. Donc ça va à une vitesse, hein. Je veux dire, c'était entre janvier et mars 2025, quoi. Pouf, ça a explosé d'un coup, quoi. Mais ouais, et ce qui est assez intéressant, c'est que là où il a fallu, comme tu le dis, 5 ans pour faire 5 milliards de vues autour de la désinfo sur le Covid, eh bien, Jean-Michel Trogneux, c'est 3 mois, janvier, février, mars 2025. On a continué à suivre ces chiffres, hein, Cindy, tu le sais. Sur l'année Ouais, 2025, l'affaire Jean-Michel Trogneux, c'est 2,5 milliards de vues en France, 5 milliards de vues sur le monde. À ma connaissance, c'est la théorie du complot la plus virale ouais. de ces dernières années. Et c'est, si ça pourrait vous faire marrer, et je comprendrais, comme une espèce de version 21e siècle de cette très bonne vanne, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Et ben en fait, c'est pas rigolo du tout. Et c'est pour ça qu'on vous a mis la quatrième théorie du complot, la plus partagée, qui est la défense de l'idéologie QAnon. Le mouvement QAnon, c'est un mouvement politique américain qui a soutenu l'accession au pouvoir de Donald Trump, qui est derrière l'attaque du Capitole en janvier 2021, la tentative de coup d'État aux États-Unis menée par une bande de centaines d'excités qui ont voulu s'attaquer au Capitole. Et ben en fait, cette théorie, elle postule l'idée qu'il y aurait donc un réseau de pédophiles satanistes qui gouvernerait le monde en secret. Et le chef de ce réseau, eh ben, c'est Emmanuel Macron. Dans un horrible syndrome de Stockholm, le jeune Macron, perverti par son professeur Jean-Michel Trogneux déguisé en Brigitte, euh, serait devenu le défenseur de cette caste secrète. Je vais pas vous cacher que la récente révélation par le ministère de la Justice américain des documents Epstein n'a pas du tout fait baisser les chiffres sur ces sujets-là. Je précise quelque chose de très important.
c'est qu'il y a une vraie différence entre l'idéologie QAnon, qui postule l'idée d'un groupe de pédophiles satanistes qui gouvernent le monde en secret, qui boivent du sang d'enfants dans des crânes. Enfin, le truc est Des lunaire. pizzerias. Et l'affaire Epstein, qui est une vraie affaire documentée d'un criminel sexuel potentiellement pédophile et de ramifications financières très importantes, sur lequel il est légitime et nécessaire d'enquêter journalistiquement et judiciairement, et sur lequel moi j'ai aucun problème à dire qu'il y a une affaire. Oui, parce qu'elle donne du crédit finalement à Ah, ces théories. Bon, après, ils ont oui, toujours utilisé toutes les infos en leur avantage, mais celle-là, c'est vrai oui, elle elle donne dit du quelque crédit, chose mais en d'une même certaine temps, vérité. moi, ça fait un mois qu'on n'arrête pas de m'inviter ou de me demander de répondre à des interviews en me disant, mais en fait, est-ce que les complotistes n'avaient pas raison sur l'affaire Epstein? Ben non, en fait, les complotistes n'avaient pas raison sur l'affaire Epstein. Ils n'avaient pas plus raison sur l'affaire Epstein que sur la Terre est plate. Euh, et d'ailleurs, ils n'ont pas parlé de cette affaire-là dans la manière dont elle existe factuellement aujourd'hui. Mais pour le coup, c'est trop long pour ouvrir cette porte-là maintenant. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans cette affaire, j'ai eu la chance d'être interviewé assez longuement par Libération dans une vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Libération sur cette affaire-là où on répond pendant 1 heure Mm. à toutes les questions, y compris d'internautes, qui sont pas toujours très sympas, je vous le cache pas. Et du coup, on essaie d'expliquer pourquoi il y a une vraie affaire Epstein et pourquoi en fait les complotistes n'avaient pas raison sur cette affaire-là. Non, mais Et voilà. Après, ceux qui vous expliquent aujourd'hui que dans les années 2010, ils ne savaient pas que Jeffrey Epstein était un criminel sexuel, ils vous prennent un peu pour des jambons. Parce que M. Epstein a été condamné en 2008 aux États-Unis à plusieurs années de prison pour des crimes sexuels et il a fait un plaidé coupable, c'est-à-dire qu'il a reconnu ses crimes. Donc ça veut dire que même lui a reconnu le fait qu'il était un criminel sexuel. Donc ceux qui essaient de nous expliquer, et je voudrais pas parler de Jack Lang, oups, qu'ils ne savaient pas, et ben je crois que c'est pas possible de nous dire qu'on savait pas. en tout cas, pour finir sur cette partie, alors qui fait réagir, hein, Flora nous dit qu'elle s'engage beaucoup contre la désinformation, mais qu'elle a l'impression de vider la mer à la petite cuillère. J'ai l'impression de Ah, comprendre, Thomas. Céline qui est sidérée par ces chiffres. Donc oui, effectivement, les chiffres sont énormes. Je voulais juste, avant de passer à la suite, la théorie du complot juif, cette vieille théorie, peut-être ouais. la plus vieille du monde, hein, si je voudrais la mettre en avant, c'est qu'elle est peut-être dans le top 5 là sur les chiffres de 2020 à 2025. Et dites-nous si vous le ressentez vous, professeur. Mais depuis évidemment octobre 2022, c'est une théorie qui malheureusement va crescendo et notamment chez les plus jeunes. Donc je ne sais pas effectivement si vous ressentez ça en classe, mais voilà, c'est une des théories finalement qui perdure et qui retrouve toujours de l'allant, j'allais dire. Elle retrouve toujours de la langue. Et d'ailleurs, elle a aussi été relancée par l'affaire Epstein. Oui. Ben, parce que l'affaire Epstein, c'est un mec qui est juif, qui fait de la finance secrète et qui fait des crimes sexuels. Alors là, Bon, bah, l'affaire oh, Epstein, c'est un gros hein, cadeau pour les ouais. complotistes. Mais d'ailleurs, j'ai même été, moi, accusé de faire des safaris avec Nadine de Rothschild récemment par les complotistes qui ont vu une vidéo de Madame de Rothschild qui faisait un safari en Afrique. Et sur cette vidéo, il y a un mec qui me ressemble un peu. Il y a des Et donc, airs, en ils sont effet. persuadés que c'est moi et que du coup, comme je fais des safaris avec Nadine de Rothschild, eh bien, je cache la vérité sur l'affaire Epstein. Vous voyez que tout ça est une espèce de trou sans fin sur lequel on a beaucoup de mal à se sortir. Mais malgré tout, et je voudrais pas ceux qui nous disent qu'ils ont peur un tout petit peu, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de terrifiant tout ça. Je crois il faut pas avoir peur. Au contraire, il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps, c'est qu'il y a une minorité complotiste. Ils sont pas la majorité de notre population. Il y a une minorité rationaliste, et en fait, au milieu, il y a des indécis. Et ce qu'on doit faire, c'est pas pour les complotistes. On n'arrivera pas à les convaincre. C'est pas, je crois que ça peut même être dangereux d'une certaine manière d'essayer de convaincre des complotistes. Moi-même, j'en ai fait les frais. Mais je crois qu'il faut parler pour protéger les indécis. En fait, la lutte contre les fake news, il faut que ça soit un vaccin. Ça peut pas être un médicament. Le médicament, ça marche pas quand on est déjà malade.
Donc il faut vacciner entre guillemets. Et la seule manière de vacciner, c'est ce que vous faites vous. C'est le travail que vous faites tous les jours dans l'ombre, souvent très critiqué par la population, pas suffisamment soutenu par vos institutions. C'est le développement de l'esprit critique, c'est l'éducation aux médias, c'est l'éducation tout court pour nos jeunes. Et Cindy le disait, on va quand même le dire, ces 15 milliards de vues du complotisme, tout le monde imagine que c'est à cause d'un jeune adolescent à casquette qui passe son temps sur TikTok. Non, c'est pas vrai. 88% des fake news que vous voyez circuler sur les réseaux depuis 5 ans, elles sont partagées par des gens qui ont plus de 25 ans et qui sont sûrs de pouvoir faire la différence entre le vrai et le faux. Les jeunes, les moins de 25 ans, ne représentent que 12% de la diffusion des fake news. Ça ne veut pas dire qu'ils y croient, peut-être pas du tout. C'est pas ça qu'on vous dit. Mais en tout cas, ils ne participent pas à ce phénomène d'amplification des mensonges et du n'importe quoi. Donc, faire porter la responsabilité des fake news sur les gamins, c'est non seulement faux, mais c'est en plus, à mon sens, totalement contre-productif. Il faut arrêter de les accuser, de les attaquer là-dessus. Surtout parce que, je veux dire, quand on est ado, on peut pas être responsable du monde dans lequel on vit. Ça serait totalement dingue d'imaginer qu'à 15 ans, on est responsable du monde dans lequel on vit, alors qu'en fait, on ne fait que subir les effets de ce monde-là, que ça soit pour la question de la désinformation ou, comme vous le posez la question, Marie-Claire, eh bien la question du dérèglement climatique, qui est aussi une Alors vraie justement, préoccupation pour Thomas, les tu gamins. peux nous préciser, tu as 2 minutes, parce que je voudrais qu'on avance Ouais, un petit on peu sur avance, les on avance. dispositifs. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est Climate Hoax? C'est Alors tous ceux qui sont le, climato-sceptiques et ce ouais, concept d'infodémie qui suit. nous ce qu'on a, en fait, quand on prend le nom des théories du complot, on prend le nom utilisé par les complotistes. Et donc le terme climate hoax, il veut dire qu'il y aurait un hoax, donc un mensonge fabriqué de toutes pièces pour nous manipuler, sur l'idée qu'il y aurait du réchauffement climatique. Donc c'est le négationnisme climatique, si vous voulez, le J'ai climate entendu le mot hoax. de la escrologie aussi, je ne sais pas si tu l'as vu. Effectivement, il y a l'escrologie et j'ai découvert aussi, il y a pas mal de termes en réalité. Mais alors, voix Flore qui nous dit: «Les jeunes sont plus éduqués, ont plus d'esprit critique que les boomers qui partagent sans arrêt les fake news». Je pense qu'on a 2 problèmes différents. On a d'un côté des jeunes qui ont compris que sur internet, il y avait des mensonges, mais qui, à mon avis, manquent un peu de culture générale et d'esprit critique pour y faire face. Et on a des adultes qui ont cette culture générale, mais qui n'ont pas compris les mécaniques numériques et qui, du coup, se laissent enfermer dans ces bulles de filtre dont nous parlions à l'instant et qui sont persuadés que leurs croyances et leurs convictions valent plus que les faits qui pourraient les déconstruire. Et donc, on a, à mon avis, 2 faces sur lesquelles il faut travailler. Mais voilà. Et donc, on parle d'infodémie. L'infodémie, en fait, vous savez tous ce que c'est, mais vous n'aviez peut-être pas le terme. C'est un mot qui a été inventé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pendant la période du Covid. C'est la pandémie des fake news. C'est le fait que les fake news ont dans leur diffusion, parfois plus d'importance et plus d'impact, eh bien, que les virus dont elles parlent. Et donc ça, c'est le virus de notre époque, d'une certaine manière. Et si on reprend ce que disait l'OCDE au début de l'année 2024, vous savez, l'OCDE publie tous les ans une estimation des risques systémiques pour la planète. Et ben, le premier risque systémique pour l'OCDE, c'est pas le réchauffement climatique qui est en deux, mais c'est l'infodémie, c'est la désinformation. Pourquoi? Eh bien, non pas parce qu'ils pensent que le réchauffement climatique, c'est pas grave, mais parce qu'en fait, si on est désinformé sur tous les sujets, eh ben, en fait, on ne peut pas prendre de bonnes décisions sur le climat. Et donc, c'est pour ça que l'infodémie est un péril, c'est parce qu'elle nous empêche de penser tout le reste des sujets. Et tout ce qui touche à nos vies politiques et citoyennes est en réalité impacté par cette désinformation parce qu'on n'est plus capable de prendre des bonnes décisions. Je ne dis pas que moi, je sais ce qu'est une bonne décision, mais des décisions qui sont basées sur une analyse des faits. Voilà, on va le dire comme ça. Bah, c'est toujours pareil, hein. Notre combat, c'est vraiment, bon, chacun pense ce qu'il veut, mais qu'il le fasse en conscience et qu'il soit pas manipulé. Ce sera déjà un bon point. Après, on pourra jamais empêcher. Mais je voudrais qu'on passe maintenant, qu'on a dit tout ça, et c'est un peu flippant, je sais, chère audience, mais on devait vous mettre ces chiffres, et vous allez voir, c'est pas tout à fait fini, mais on va vous donner aussi
des outils, des dispositifs qu'on a développés, Europress et Thomas et Cision. Enfin, vous voyez un petit peu le triptyque. Je voulais commencer par un quiz. On a développé un quiz qui s'appelle Anti-Fake News. 20 questions, 20 points, 20 minutes pour mesurer finalement votre esprit critique. C'est un quiz qui est à disposition, pareil, je vous enverrai les liens. Alors, il est assez dur. Il n'est pas assez dur parce que les questions sont compliquées, mais parce qu'il faut trouver l'intégralité de la bonne réponse pour être validé. C'est-à-dire que des fois, il y a 2, 3, 4 réponses à cocher. Si vous en oubliez une, c'est 0 sur 1. Et il y a 20 questions comme ça. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 7000 personnes qui ont fait ce quiz dans la galaxie Cision, donc côté Europress, des professeurs qui s'en emparent avec leurs élèves. Thomas, je crois que tu as fait l'expérience. D'ailleurs, tu le proposes parfois en live dans tes classes, c'est ça? Alors, je le propose, ouais. Alors, pour l'instant, on l'a plutôt testé avec des adultes qu'avec des jeunes, mais ça marche aussi avec les jeunes. Bah, l'idée, alors, ça pose peut-être un tout petit problème technique pour vous parce que je sais qu'ils n'ont pas trop le droit d'avoir leur téléphone en classe, mais vous pouvez probablement vous tourner vers la dame du CDI. Je dis ça avec un grand sourire, hein. Je sais très bien que les profs doc ne sont pas les dames du CDI, mais j'ai tellement l'habitude d'avoir entendu ça depuis 10 ans. Pour récupérer les tablettes de l'établissement. En fait, c'est un site internet sur lequel vous pouvez avoir un quiz. Vous posez les questions au tableau et vos élèves répondent sur leur tablette et ils sont auto-évalués entre guillemets. Et derrière, bah, vous faites le même travail pour donner les réponses. Ça tient sur une séance d'une cinquantaine de minutes. Ah bah, je vois que Anaïs Ferré a eu 13 sur 20. Bravo Bravo. Anaïs. Alors, c'est une parfaite Très haut, transition. Je fais justement. une parfaite transition parce que ce quiz anti-fake news, donc il y a environ 8000 personnes qui l'ont fait, professeurs, élèves, et côté de l'écosystème Cision, des directeurs communication, parce que nous, on est convaincus qu'on ne peut pas laisser cette bataille dans les seules mains des professeurs et des journalistes avec tout le respect que je leur dois et le travail qu'ils font. Je pense qu'on ne sera jamais de trop pour être tous ensemble dans cette lutte et je pense que les communicants ont un rôle à jouer. Je fais une petite aparté. Donc, pour tous ces 8000, 7000, 8000 personnes qui ont fait le quiz, on a une moyenne d'environ 10,4 sur 20. Donc, 10,4 sur 20, c'est ceux qui ont volontairement, qui sont allés faire ce quiz. Mais on s'est dit avec Thomas, cette population n'est pas représentative de la population française. Des directeurs communication, des professeurs, des élèves qui sont bien éduqués, 10,4 sur 20, ça n'est pas représentatif. Nous avons donc fait un sondage IFOP. Alors là, c'est en avant-première, ne le répétez pas. On a fait faire ce sondage à 2000 personnes, mais 2000 personnes représentatives de la population française en termes d'âge, de géographie, mais aussi d'opinion politique, etc. Eh bien, ça fait froid dans le dos. La moyenne du quiz national est à 5,4 sur 20. 5,4 sur 20. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce problème est vraiment massif, qu'il est loin de concerner que les jeunes. 89% des personnes interrogées n'ont pas la moyenne. Il n'y a que 1% qui a plus de 15 sur 20. Et enfin, et là où je dis un grand bravo aux professeurs, et je vous le dis, les jeunes sont mieux armés que leurs aînés. Regardez les chiffres. Bon, alors c'est pas fou, hein, la moyenne elle est 5,4 sur 20, donc soyons d'accord, tout le monde a de mauvaises notes. Mais la Gen Z a 6,3, là où les boomers ont 5. Et alors, la génération silencieuse, qui est celle avant les boomers, moi je ne le savais pas, donc je vous donne l'info, et finalement celle qui a le plus de mal, et en même temps c'est compliqué quand on parle d'algorithmes, d'IA, tout ça aussi, parfois de pouvoir même comprendre les questions. J'ai fait le test sur mon grand-père. C'est compliqué. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ce quiz, n'hésitez pas à le faire, il est en 4 parties, hein, les biais cognitifs, l'intelligence artificielle, la jungle informationnelle, et j'en oublie un. Les algorithmes, bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? Donc, et c'est effectivement Thomas qui nous l'a concocté. Donc, je vous invite vraiment à vous tester. Et à la suite de ce quiz,
Nous ne vous laissons pas comme ça. Alors évidemment, vous êtes professeur, donc vous pourrez expliquer la réponse à vos élèves, mais c'est pas forcément le cas des gens qui le font d'eux-mêmes ou qui sont plutôt communicants. Eh bien, nous avons aussi développé une formation d'1 heure et demie en e-learning. Thomas, tu peux nous en dire 2 mots justement avec toujours ces 4 parties Ben, assez. en fait, comme le dit Cindy, nous on a voulu que ce quiz soit à la hauteur des enjeux. Ça veut dire que finalement, ce quiz, il est difficile parce que vérifier une info, c'est difficile. Lutter contre les fake news, c'est compliqué. Développer son esprit critique, ça se fait pas comme commander une pizza sur Deliveroo ou regarder une série sur Netflix. Ça demande un petit peu plus que ça. Et donc, on a voulu faire prendre conscience à tout le monde que il y avait un problème avec ce sujet-là et qu'il fallait travailler dessus. Et donc, on a donc conçu ce quiz qui est un peu compliqué, mais on n'a pas voulu non plus être des pompiers pyromanes. On voulait que les gens puissent avoir un extincteur à disposition, qui soit capable d'éteindre le feu une fois que le brasier avait commencé. Et donc, on a créé ce quiz qui a été mis non pas de manière gratuite, mais offerte à la disposition de tous les Français, et qui, une fois que vous l'avez passé, eh bien, vous donne accès à une formation numérique d'1 heure et demie qui se veut le plus interactif possible, avec des vidéos, des questions, des petits quiz, des questionnaires, quelque chose qui essaie d'être assez vivant et qui vous permet de travailler sur les différents sujets qu'on a identifiés, qui sont les biais cognitifs, les algorithmes, la désinformation et bien entendu l'intelligence artificielle générative de contenu. Et donc, vous allez pouvoir vous tester aussi un petit peu là-dessus et surtout essayer de remonter un tout petit peu cette pente de l'apprentissage face au numérique et face aux fake news, avec l'idée d'être le plus efficace dans tous les éléments. Je précise pour Delphine Vadreau que non, le quiz est disponible quand vous tapez dans Google quiz anti-fake news, n'importe qui peut le trouver. C'est le plus simplement possible. Et d'ailleurs, au-delà même de vos élèves, pour lesquels vous avez une préoccupation bien légitime, bien vous pouvez aussi le recommander à vos amis, à vos collègues. Vous pouvez faire un concours au sein de l'établissement et nous dire qui a eu la meilleure note. Moi, j'ai pas les notes. Cindy, elle les a. Moi, j'ai les notes. Alors, comment ça se passe en fait? Vous remplissez le quiz. Dès que vous appuyez sur le bouton valider, vous avez votre note directement sur la plateforme. Et ensuite, par email, on vous envoie le cahier des réponses détaillé fait par Thomas. Donc voilà, c'est vraiment la réponse, c'est tout de suite quand vous appuyez sur le bouton sur la plateforme. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens de tout ça dans le mail que je vous enverrai après. Il nous reste 10 minutes, Thomas. Je voudrais vous montrer un 3e dispositif. Donc, vous avez un 4e même, la plateforme Europresse qui est ouverte gracieusement pendant ce mois-ci. Vous avez le quiz anti-fake news, vous avez la formation et vous avez aussi quelque chose que tu as développé, Thomas, et qui marche bien, je crois, auprès des élèves. C'est antifakenews.ai. Donc, ce monsieur que vous voyez là n'est pas Thomas dans les vidéos, mais vous savez quoi? Avant de revenir dessus, je vais vous laisser écouter ce que sont ces vidéos anti-fake news. Les humains. Tu savais que les oiseaux n'existaient pas? Qu'ils sont en fait des drones de surveillance au service du gouvernement américain? Since the Eisenhower administration, the US government has been committing genocide on the entire bird population and replacing these birds with sophisticated robot replicas. Bonjour à tous, je suis le journaliste Thomas Huchon, ou plutôt son avatar, et dans cette vidéo, je voudrais revenir sur le hashtag et le compte Birds Are Trial. Selon leurs abonnés, les oiseaux seraient créés par les autorités états-uniennes afin de surveiller leur population. Et, si tout part d'une blague absurde, certains utilisateurs finissent par réellement y croire. That is Peter McIndoe, the founder of Birds Aren't Real. Birds are real! Peter McIndoe, créateur de ce qui ne devait être qu'une blague destinée à piéger les pro-Trump qui croient n'importe quoi, a imaginé en 2018 la théorie la plus délirante possible. 7 milliards d'oiseaux auraient été massacrés par l'armée américaine, puis remplacés par des drones de surveillance, juste après la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Pour appuyer sa théorie,
Il a développé des arguments tout aussi absurdes, comme le fait que les oiseaux rechargent leur batterie lorsqu'ils se posent sur les lignes à haute tension, ou encore le fait que l'on ne voit pas d'oisillons, car les drones sortent adultes des usines de production. Et, comme trop souvent sur les réseaux sociaux, la théorie a été reprise au premier degré par des internautes. Pire, on ne compte plus les profils qui entendent démontrer comment fonctionnent les drones oiseaux. À moins de disséquer le premier oiseau que vous croiserez pour débunker ce délire, vous devrez accepter cette vérité simple. Les oiseaux sont réels. Et les biologistes sont formels. Sinon, nous pouvons nous référer aux créateurs de la théorie eux-mêmes. Peter McIndoe a plusieurs fois affirmé qu'il s'agissait d'une parodie de théorie. Par exemple, dans une conférence TED, où il explique sa démarche. Créer une fausse croyance pour étudier les mécanismes conspirationnistes à l'heure des réseaux sociaux. CIA was so sick and tired of the birds pooping on their windshields, so they're like, we're sick of this, we're fed up with this, let's hire, engineers to get rid of these stupid birds, and while we're at it, let's replace them with robots and spy on people. So it's a joke. Ce que révèle ce délire autour des oiseaux, c'est la frontière très poreuse entre la blague et la théorie du complot. Comme l'illustre l'exemple déjà évoqué de l'alunissage filmé par Kubrick, certains canulars peuvent être repris tels quels par les conspirationnistes et dégénérer en vraie théorie. Finalement, la post-vérité, c'est aussi ça, un univers dans lequel on a de plus en plus de mal à faire la différence entre le vrai et le faux. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi, je retourne à mes algorithmes, et d'ici là, méfiez-vous de ce que vous avez envie de croire. Alors voilà, on voulait vous mettre ces vidéos et il y en a tout plein. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais moi, ce que j'aime bien dans ces vidéos, c'est aussi de pouvoir parler de sujets plus léger. Voilà, les pigeons qui se rechargent sur les câbles électriques, la Reine des Neiges, je sais pas ce qui lui est arrivé à cette pauvre reine, mais il y a aussi un truc complètement lunaire. Tu parles des Simpsons, et je sais pas ce que vous en pensez, vous, professeurs, mais peut-être que rendre la chose peut-être aussi légère, comme on sait, comme ces sujets peuvent être sensibles, c'est une bonne idée. Ah, tu t'es remuté peut-être, Thomas. Non, on m'a muté. En fait, je crois qu'il y a, comment dire, la mécanique narrative du mensonge, elle est la même quel que soit le mensonge. Et donc, quand on parle de choses très très graves comme l'idée du complot juif, les francs-maçons, le grand remplacement, des choses qui sont très politiques, très dures, eh bien, en fait, c'est la même mécanique que quand on vous explique que les oiseaux sont pas vrais et qu'ils ont été massacrés par la CIA pour être remplacés par des drones de surveillance. C'est toujours un peu la même histoire. Et donc, on essaye ce compte-là, c'est ce nouveau média que j'ai créé et sur lequel j'ai été soutenu par Cision. Eh bien, on a décidé d'essayer d'ouvrir une petite fenêtre afin de fabriquer des vidéos de debunk, parce que ça nous semblait important de répondre aux théories du complot et de donner des arguments concrets pour pouvoir les déconstruire, mais aussi de créer un espace de conversation avec les plus jeunes. Alors oui, c'est sur Instagram et sur TikTok, parce que ce sont les plateformes les plus utilisées par les plus jeunes. Et l'idée, c'est pas seulement de publier des vidéos, mais de leur permettre de nous écrire. Pour nous dire, bah tiens, moi j'ai vu passer ce truc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, c'est grâce aux élèves que j'ai croisés dans les collèges et les lycées de France depuis ces dernières années, eh bien, que j'ai découvert, effectivement, que la Reine des Neiges était un complot. Que la Reine des Neiges était un complot de Walt Disney pour nous cacher le fait qu'il avait été cryogénisé. Parce que quand on tape Walt Disney Frozen, Frozen qui est le nom en anglais du film La Reine des Neiges, eh ben, on ne tombe pas sur les preuves qui montrent que Walt Disney a été frozen, donc cryogénisé, on tombe sur le dessin animé. Et donc, il y a plein de théories comme ça qui nous paraissent un peu banales, mais qui en réalité polluent la manière d'accéder au monde des plus jeunes. Et donc, on a essayé d'ouvrir cette petite chaîne-là. Il y avait aussi l'idée pour moi d'utiliser les outils d'intelligence artificielle et de comprendre les outils d'intelligence artificielle. Déjà parce que on peut pas non plus vivre dans une grotte, hein, on y est quoi, ça y est. Et donc il faut quand même vivre un peu avec son temps. Et du coup, il faut au-delà de cela, comprendre l'IA. Et donc moi, depuis que j'utilise ces outils, je suis beaucoup plus capable de détecter les fausses vidéos parce qu'à chaque fois que j'ai une mise à jour sur mon logiciel qui fabrique le faux Thomas, je sais
ce que les autres peuvent fabriquer comme fausses vidéos assez rapidement. Je réponds à Emmanuel Mussy qui pose une question extrêmement intéressante. Ask Vera, est-ce que peut-être que des gens ne connaissent pas Ask Vera, mais Ask Vera, c'est un projet génial qui répond aux théories du complot. C'est une intelligence artificielle qui a été montée par Florian Gauthier et Maurice Ronet, que je connais bien, et qui est un projet merveilleux. C'est super. N'hésitez pas à le recommander. C'est une IA qui va piocher dans 400 sources fiables, documentées, sérieuses, pour répondre aux théories du complot sur Internet. Tac, 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 tac. C'est un complot, ma chère Marilus, bien entendu. Si les vidéos sont bloquées, c'est fatalement un complot. Ça, je suis d'accord avec vous. Et pour Non, répondre je vous répondrai à toutes ces questions et encore une fois, vous aurez tous les liens, toutes les ressources aux endroits où elles sont disponibles. Il est 11h28, Thomas. on va devoir s'arrêter, malheureusement. Donc Mais oui, c'est génial. on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup à tous les professeurs qui nous ont suivis et à tout votre engagement, toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin voilà, on fait tout ça. J'ai réussi. Ouais, comment tu fais des feux d'artifice en bougeant? Mais c'est le complot. Moi, je suis une intelligence artificielle. Voilà, on a vraiment à cœur de vous aider dans le rôle incroyable que vous avez. Et nous, de notre côté, on s'occupe aussi des adultes parce qu'on est bien conscient que finalement, les pires à éduquer, c'est peut-être nous-mêmes. Donc voilà, Thomas, avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais donner peut-être petite astuce, un truc que tu as envie de dire à nos professeurs qui nous écoutent? Je voudrais vous dire 2 choses. La première chose, c'est que il faut comprendre que les théories du complot, les fake news, on peut tous tomber dans le piège, on peut tous y croire. Et donc que le problème, c'est nous. Et donc, c'est terrible et en même temps, c'est génial. Parce que si le problème, c'est nous, la solution, c'est nous aussi. Donc, le premier truc, il faut savoir que ça existe. Quand on sait que ça existe, on se comporte différemment. La deuxième chose, c'est qu'il faut, comme on peut tous tomber dans le piège, se méfier un peu de nous-mêmes. Il faut penser contre soi-même, il faut être capable de remettre en cause ses préjugés, ses convictions, et qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, effectivement, ça demande un tout petit peu de travail, un petit peu de temps et un petit peu de méthode de vérification de l'information qui me parle, de quand ça date, quelle est la source, est-ce que cette info est recoupée, est-ce que cette info est contextualisée. Quelques petites questions comme ça qui sont prises assez rapidement, mais qui permettent d'essayer d'éviter un peu le piège. Consultez les sites de fact-checking qui sont extrêmement bien faits. Et puis, si jamais vous galérez complètement, vous avez qu'à écrire au faux Thomas qui sera ravi de vous répondre. Non, c'est le vrai Thomas qui répond, je précise. Mais du coup, n'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn, sur Instagram Thomas Huchon ou Anti-Fake News AI. Je serai ravi d'échanger, de vous répondre sur ces questions. Et si vous le souhaitez, peut-être organiser des interventions, vous pouvez aussi m'écrire sur ce sujet-là. Je transmettrai à l'association et on verra comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très, 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 très bonne journée. Merci beaucoup, Thomas, pour avoir partagé tout ça. C'était Ask Vera, V-E-R-A. Ask Vera, V-E-R-A. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Merci pour tout ce que tu as produit avec nous. Non, ça ne marche plus cette fois-ci. Tu ne fais plus des étincelles, Thomas. Bravo et merci aux professeurs documentalistes. On vous souhaite une bonne semaine de la presse qui est finalement un mois de la presse et je répondrai aux questions auxquelles j'ai pas pu répondre un petit peu plus tard dans la journée. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir.